vous laisse peut-être vous présenter en partant par ma gauche. Bonsoir à tous, je m'appelle Camilla Rolando, je suis enseignante en écologie politique et j'ai travaillé notamment sur la justice climatique, les mouvements pour la justice climatique à l'échelle internationale auprès des qui se mobilisent donc au cours des négociations, les fameuses COP, donc les négociations onusiennes. Et voilà. Bonsoir, moi c'est Lucie Pellissier, je suis réalisatrice d'une web-série qui s'appelle Les Déplacés climatiques, qu'on n'aura pas forcément l'occasion de voir ce soir, mais qui est une web-série en plusieurs épisodes qui traite de la question des migrations environnementales. Et je suis également du coup intervenante à ce sujet et consultante. J'ai travaillé pour un réseau qui s'appelle le réseau des pompes à des murs pour justement voir comment la société civile aujourd'hui investit cette question de la migration environnementale. Et comment on peut voilà, trouver des solutions pour plus de solidarité et puis réduire les effets du changement climatique. Merci. Bonsoir, moi je m'appelle Théophile, je suis membre du conseil d'administration de Notre Affaire à tous. Pour ceux qui ont entendu parler de l'affaire du siècle, c'est une des 4 associations qui a signé l'État en justice. Et donc l'idée derrière Notre Affaire à tous, c'est justement un peu de changer les règles du droit, hein, du vivre ensemble, pour trouver les responsables du changement climatique, aider à la réparation et inventer justement un nouveau droit plus responsable vis-à-vis du climat, du vivant, de la nature et sur ce genre de thématique. Merci pour ces présentations. On est très heureux de vous avoir tous les trois ce soir. Comme toutes nos discussions thématiques, on appelle ça discussion pour avoir un format qui soit assez informel et qui soit une discussion. Donc vous avez une chaise vide si jamais vous avez des questions, des réactions ou des interrogations et que vous souhaitez interagir avec les invités, n'hésitez pas à venir occuper cette chaise et à participer à cette discussion avec nous. Peut-être première question, qu'est-ce que vous avez pensé de ce court-métrage Thermostasis et plus globalement, aujourd'hui avec la COP26, qu'est-ce que ça vous inspire, ou en bien ou en mal, ou en tout cas du côté des négociations climatiques, sur ces enjeux de justice climatique, sur ces enjeux de pertes et dommages. Qu'est-ce qu'on a eu lors du duplex quelques explications là, de ce qui s'y passe. Qu'est-ce que vous en pensez ? Déjà, ça m'évoque qu'il faut aller voir la plateforme Imago TV parce qu'il y a vraiment beaucoup de contenus très chouettes, dont les déplacés climatiques aussi. Non, je fais ma petite com, mais en vrai, c'est une plateforme où il y a beaucoup de contenus super cool et notamment je trouve que le format dessin animé reflète vachement bien cette urgence et le côté complètement absurde de ce qui se passe aujourd'hui en lien avec le changement climatique, où en fait on se rend compte que, Greta Thunberg le disait très bien, c'est là dans le dernier tweet qu'elle a fait, c'est en fait là on a l'impression d'une réunion de vieux mâles blancs qui discutent greenwashing et qui sont contents de se retrouver. Et c'est ce que disaient un petit peu les jeunes là en duplex, hein, c'est que concrètement tout le monde est heureux à l'intérieur de la COP, on est super content, on a nos beaux pavillons, on échange des contacts, on échange des cartes de visite, et puis dehors la société civile qui en fait crie alerte et qui alerte sur la situation réellement. Donc voilà, on voit bien cette dichotomie, je trouve, en termes d'échange. Moi j'ai bien aimé le dernier court-métrage, et surtout parce qu'il m'a un peu énervé. Il m'a un peu énervé sur la mer qui n'arrête pas d'apporter toujours des gâteaux plus gros, toujours et cette espèce de silence un peu sourd qu'on a. C'est quelque chose qu'on ressent beaucoup aussi, mais de moins en moins, mais qu'on ressent aussi beaucoup quand on essaie d'alerter sur les dangers du changement climatique. Et ça met bien cette problématique de l'abondance qui est très vraie, ici en France, etc., sur la question du toujours plus et
du débat qui serait intéressant d'avoir. Et je relis ça tout de suite avec le plan France Relance qui a été présenté par Emmanuel Macron, où c'est vrai que le présupposé c'est toujours plus d'énergie, toujours plus de croissance, toujours plus, alors que beaucoup de scientifiques alertent sur le fait que la meilleure énergie, la meilleure façon de ne pas consommer, de pas émettre de gaz à effet de serre, c'est de ne pas consommer d'énergie, donc c'est de réduire sa dépense énergétique. Et j'ai bien aimé à un moment, c'est de la jeune fille qui fond en larmes et qui se dit mais pourquoi j'ai touché ce tuyau, comme si c'était elle qui était à l'origine de ça, alors que pas du tout. Et c'est vrai que parfois, c'est quelque chose que je me suis jamais posé, mais c'est vrai que parfois on peut se dire mais on est là tous avec que ce soit dans le mouvement climat ou avec les mobilisations dans les associations, dans les prises de parole, où on essaie tout le temps d'alerter et on met ces sujets-là sur la scène, et quand on voit que ça bouge pas trop, on peut se dire mais est-ce qu'on a bien fait en fait de faire ça? Moi je pense qu'on a bien fait, mais c'est vrai que dans les mauvais moments on peut avoir cette espèce de désespoir qui vient de voir que ça n'avance pas beaucoup. Moi, j'ai tout de suite pensé que c'est une bonne métaphore finalement, comme la maison qui prend l'eau, pour comparer avec les États insulaires, les petits États insulaires qui littéralement prennent l'eau aussi. Et je pensais tout de suite que c'était une bonne façon de sensibiliser davantage peut-être les opinions en Occident finalement sur cette réalité qui est déjà réelle et visible dans certains pays, puisqu'on parle, depuis plusieurs décennies déjà, ce type d'effets de pertes et de dommages dus au changement climatique ont lieu dans de nombreux pays, mais on en parle de plus en plus que récemment, et souvent un peu l'indifférence aussi des opinions des pays plus aisés peut-être s'explique aussi parce qu'il y a un manque donc déjà de proximité géographique, mais également il manque aussi de pouvoir se lier à cette réalité-là, cette réalité qui est tellement éloignée pour nous. Donc je pense aussi que de faire cette métaphore avec une maison qui prend l'eau peut nous connecter davantage avec cette réalité si loin de nous. Je fais écho à cette question évidemment des pays insulaires, et c'était évoqué aussi lors du duplex un peu plus tôt. J'ai vu passer là ces derniers jours, il y avait une prise de parole, je crois, d'un chef de gouvernement ou d'un ministre de Tuvalu, qui donc c'était une mise en scène, mais qui était à l'image de ce que vivent ces pays insulaires aujourd'hui, qui en fait avait fait la prise de parole dans l'eau, en fait sur la rive, mais dans l'eau, à 1 mètre dans l'eau, avec un pupitre et le drapeau du pays derrière lui, pour montrer en fait quelle est la situation de ces États aujourd'hui, avec vraiment de plus en plus la question des échéances temporelles qui sont plus du tout ce qu'on a pu entendre ou ce qu'on a pu annoncer 2050, 2100. Le sujet des pertes et dommages, finalement, des pertes et préjudices, c'est quelque chose, c'est pour mettre à l'agenda le sujet du temps présent. Tu as travaillé beaucoup donc sur ces questions-là au sein des négociations, dans les négociations internationales. Comment aujourd'hui ce sujet peut tenter de percer? Quels sont les moyens des pays les plus vulnérables? Qu'est-ce qui peut les aider aussi? Oui, alors j'ai pas vraiment, j'ai fait des recherches sur ces questions de justice climatique et comment elles sont prises en compte dans ces négociations. Donc ces revendications de justice climatique davantage portées par des acteurs de la société civile, bien sûr, ou certains États que vraiment au cœur. Une perspective de justice climatique manque dans certains aspects aussi au sein de ces négociations. Et le concept donc de perte et dommage a été, on a voulu intégrer, on dit perte, préjudice ou perte et dommage, mais indifféremment, a voulu être intégré par les petits États insulaires dès le début des négociations, en fait, dès 91, dans les négociations de la Convention 4.
la Convention cadre aujourd'hui qui donc organise ces COP annuelles. Mais pour autant, donc, malgré donc, cette volonté donc, pour les États insulaires d'intégrer le concept, on a attendu finalement jusqu'à 2007 pour qu'on ait une première mention de ce concept de perte et dommage dans les textes officiels qui donc sont publiés à la sortie de une de ces COP. Et donc progressivement, donc c'est très progressif comme introduction, forcément, puisqu'il y a des rapports de pouvoir entre blocs des États, donc qui négocient. Et c'est dans l'accord de Paris qu'on retrouve une mention explicite de la nécessité donc d'éviter le plus possible donc ces pertes et préjudices. Mais il y a une formulation explicite pour éviter d'engager la responsabilité aussi des États qui auraient eu la responsabilité historique. Voilà, oui. Ou toujours d'actualité aussi. Donc c'est une introduction lente finalement, mais qui progresse. Et aujourd'hui vraiment l'alliance l'alliance d'États qui va au-delà donc des pays insulaires. Donc il y a aussi des pays d'Afrique centrale, de l'Est, mais également le Népal, le Bangladesh, le Costa Rica. Donc se retrouve dans ce qu'on appelle le forum de la vulnérabilité climatique et vraiment essayer autant que possible de mettre au centre des négociations de la COP26 des négociations autour de ce concept pour que vraiment il y ait derrière davantage un engagement donc de la part qu'il y ait derrière en fait un mécanisme dédié entièrement pour faire face aux pertes et dommages du changement climatique, puisque aujourd'hui quand on parle de finance climat, on ne fait référence qu'au financement de mesures d'adaptation, d'atténuation des émissions. Donc voilà. Et en effet, un des sujets, parce que c'est finalement, donc évidemment les petits pays insulaires sont parmi les plus vulnérables, mais ces questions de pertes et préjudices et du coup qui traduisent les dégâts parfois irréversibles, à la fois matériels et aussi culturels, d'impact sur forcément s'il y a des nations qui disparaissent, c'est des cultures entières qui disparaissent. C'est pas uniquement dû à la montée des eaux, il y a aussi toutes les conséquences du dérèglement climatique. Lucie, au sein du projet des déplacés climatiques, vous avez du coup suivi ce sujet majeur de la question des migrations, des déplacements dus et causés par le dérèglement climatique. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce travail et de ce que vous avez suivi et ce que vous avez observé? Oui, complètement. Déjà, peut-être pour préciser, la question des migrations environnementales, c'est une thématique qui émerge dans la question des pertes et préjudices et qui a été développée depuis maintenant, je crois, 2 ou 3 ans par la Task Force on Migration, donc qui est un groupe dédié pour travailler sur ces questions spécifiques en lien avec les migrations environnementales. Et c'est, on va dire, un des sujets sur lesquels ils sont plus fiers à la COP d'en parler. Enfin, en tout cas, moi, la COP 25, ils étaient tout le temps très fiers de dire qu'ils avaient travaillé sur cette Task Force on Migration et du coup qui partageaient en gros plein de bonnes pratiques envers les États les plus vulnérables sur les questions migratoires. Alors après, le problème de cette initiative, c'est que c'est bien beau de partager des initiatives, des bonnes pratiques, etc. Mais s'il n'y a pas de financement après pour mettre les choses en place, c'est quand même un peu limité. Donc voilà, pour le cadre, les migrations environnementales s'intègrent là-dedans. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, le changement climatique va engendrer une multiplication des catastrophes naturelles, qu'elles soient soudaines ou qu'elles soient beaucoup plus lentes, et qui risquent d'engendrer le déplacement de plusieurs millions de personnes, qui entraînent déjà le déplacement de plusieurs millions de personnes chaque année, et qui pourraient engendrer... Il y a beaucoup de chiffres qui sont donnés, mais potentiellement, on estime rien qu'avec, par exemple, la montée des eaux, si les terres, juste avec la montée des eaux à 2 degrés de température d'ici la fin du siècle, nous, on n'est même pas encore à cette trajectoire, on est plutôt à 3-4 degrés de réchauffement, il y aurait déjà 280 millions de personnes qui se retrouveraient, enfin des lieux de vie qui se retrouveraient en fait
sous les eaux. Donc 280 millions de personnes qui seraient juste déjà forcées de se déplacer par la montée des eaux. Mais ça, c'est juste la montée des eaux. Mais si on additionne d'autres catastrophes naturelles, les sécheresses, l'érosion, les cyclones, etc., ça fait bien sûr beaucoup plus. Mais c'est quelque chose qui est très difficile à comptabiliser. Nous, sur le travail des déplacés climatiques, on est parti dans différents territoires. On a commencé par aller au Bangladesh, qui est un peu un cas d'école sur la question des migrations environnementales, où pour le coup, c'est un pays qui a plus de la moitié de son... non, c'est 80% de son territoire, pardon, qui a moins de 10 mètres d'altitude. Et du coup, on estime que d'ici 2050, il y aurait plus de 50 millions de personnes déplacées pour des raisons climatiques, rien que dans cet espace. Et donc, c'est un pays où, concrètement, très densément peuplé et où, en fait, dès qu'il se passe quelque chose, il y a des milliers de personnes qui se retrouvent déplacées. Donc, qui est très, très vulnérable, d'autant plus que les gens ont aussi très peu de moyens pour s'adapter et donc, voilà, sont à chaque fois vulnérabilisés par ce qu'ils vivent. Et après, on a choisi le Sénégal, qui est un pays, du coup, d'Afrique de l'Ouest et qui, pour le coup, là, fait face à des problématiques qui sont un petit peu différentes. Aussi en lien avec la montée des eaux parce que c'est un territoire qui est aussi très bas en termes d'altitude et l'érosion côtière parce que c'est un territoire qui est sableux et donc du coup il y a beaucoup de risques d'érosion côtière sur ce territoire mais il y a moins d'habitants donc c'est moins impressionnant on va dire que le Bangladesh mais tout aussi grave pour les personnes qui vont à se déplacer et là on a refait un tournage cet été où on était cette fois dans différents pays européens parce qu'on voulait montrer que les personnes qui vont être impactées pour des raisons climatiques, ça ne va pas être que dans les pays du Sud, mais que de manière générale, les personnes les plus vulnérables de tous les pays vont être impactées. Et donc, on est parti dans la vallée de la Roya, en rapport avec les inondations qu'il y a eu l'année dernière, en octobre dernier, en Grèce, sur la question des feux de forêt, où là aussi, il y a eu plusieurs milliers de personnes qui ont été déplacées dans plein de villages. Et à Rotterdam, alors là c'était beaucoup plus, pour le coup c'est une ville très très riche qui a plein de moyens pour s'adapter, mais c'était plus pour montrer que concrètement, quand on a des moyens, on peut complètement s'adapter et habiter dans des espaces qui sont complètement inhabitables normalement. Donc pour le coup c'est une ville où normalement qui devrait être sous les eaux. Hein. Enfin, il y a seulement 20% de Rotterdam qui est en terre immergée et 80% c'est à moins 7 mètres d'altitude. Donc c'est un peu délirant de se dire qu'on peut habiter à moins 7 mètres d'altitude. Mais ça montre qu'avec de l'argent, c'est possible de vivre dans certains espaces aussi. Et donc les inégalités d'adaptation, évidemment, qui sont liées. Quoi. Voilà. Mais oui, une réaction déjà ? Oui, je voulais réagir sur ce que vous aviez dit toutes les deux, qui est très intéressant. Et je me demande s'il n'y a pas aussi un peu un angle mort dans la question des pertes et dommages sur cette situation-là de montée des eaux, de feux de forêt, de déplacement. Et ça a rapport avec ce que tu disais, c'est la disparition des États et des cultures. C'est-à-dire qu'on ne déplace pas que des gens. On déplace aussi un système de gouvernement, on déplace des frontières. Et j'ai l'impression qu'il y a un impensé aujourd'hui dans les négociations internationales et aussi dans la doctrine juridique, la culture juridique en droit international, c'est que lorsque le tu-value va disparaître, c'est un État qui va disparaître, il va forcément avoir des revendications de relocation quelque part. Et à ce moment-là, il va falloir qu'on décide sur le territoire de qui est-ce qu'on va remettre le tu-value. Mais ça ne va pas être juste, on va vous prêter, je ne sais pas moi, l'équivalent d'un département et vous allez devoir vous intégrer à la population. C'est-à-dire qu'il va falloir repenser l'intégration ailleurs. Mais alors, là, la première question, ça va être qui va accepter de le faire ? Parce que même si un État dit « moi je le fais », il va falloir déplacer les populations de cet État-là. Ou penser à un autre mix, etc. Et j'ai l'impression qu'il y a un impensé. C'est-à-dire que pour l'instant, on pense à finance, on pense préjudice monétaire, mais on ne pense pas à déplacer toute une population aussi petite que celle du tu-value, mais ça peut être à une autre échelle, ça peut être lorsqu'on doit déplacer une région de la Grèce dans une autre. Et à ce moment-là, en termes d'habitation, au sein d'un même État, ça pose potentiellement moins de problèmes, mais quand tu vas falloir déplacer des États entiers qui seront invivables à cause de la température, etc., je me demande si jamais c'est... Je ne suis pas du tout dans les négociations internationales, mais je sais qu'en droit, il y a des juristes qui commencent à se poser la question sur quels sont les outils qu'on a aujourd'hui. Ils ne sont pas nombreux et ça va être des fractionnements d'États, mais sur le plan politique et social, ça va être une question
Bien sûr. En gros, comment on redécoupe la carte du Exactement. monde dans un monde où il y a moins de surface émergée Exactement. presque. Exactement. Et je fais je rebondis aussi on te laissera répondre aussi, mais en fait, je crois que j'ai perdu le fil de ma pensée. Je te laisse réagir tout de suite. Du coup, je voulais pas perdre mon fil et je t'ai fait perdre le fil, pardon. Non, mais ça, en fait, oui, c'est super intéressant parce que pour l'instant, si ces questions de perte et dommages sont discutées, en tout cas dans le cadre des COP, en des termes de compensation financière, les conséquences vont aller beaucoup au-delà, bien plus au-delà, et donc c'est des questions de réfugiés climatiques qui sont déjà des questions portées au sein d'autres institutions onusiennes, mais ces questions donc, posent de réels défis pour le droit international, puisque le statut de réfugié n'existe aujourd'hui, on ne reconnaît qu'un statut de réfugié dans le cas où les personnes vivent dans des conditions d'insécurité extrême pour leur vie, donc dans des conditions de conflit ou de guerre, ou de persécution pour multiples raisons, ou alors des réfugiés pour des raisons économiques qui font le choix de rechercher de meilleures conditions de vie ailleurs. Mais le statut, les questions, la motivation environnementale ou climatique n'est pas prise en compte dans le droit international aujourd'hui. Et il y a une vraie interrogation sur comment vont être, que vont devenir ces États. Oui, l'idée de proposer d'annexer pour ces États des territoires déjà existants dans d'autres États, c'est une question peut-être. Avec tous les problèmes qu'on connaît aussi de ce type d'initiative, il y a beaucoup de possibilités. La question de créer un État sans territoire aussi, est-ce que c'est possible, ou bien de maintenir ces diasporas c'est beaucoup de questions ouvertes. Voilà. Si je peux aussi rebondir là-dessus, il y a effectivement cette question de qu'est-ce qui se passe quand il n'y a plus du tout de territoire, plus du tout d'État. Mais ce qui pose beaucoup de problèmes sur la question des migrations, parce qu'à la limite, on se dit si Tuvalu n'existe plus, on pourrait se répartir les habitants de Tuvalu en fonction des émissions de gaz à effet de serre, en fonction des différents pays, etc. Bon, c'est pas du tout aussi simple que ça, mais mettons, on pourrait faire quelque chose comme ça, ou allouer un territoire. Mais qu'est-ce qui se passe quand il se passe la chose suivante, mais dans un pays qui a encore du territoire? Qu'est-ce que ça crée après en termes de dynamique? Par exemple, pour le Bangladesh, a priori, tout le Bangladesh ne va pas disparaître. Par contre, en 2050, il va y avoir 200 millions d'habitants sur un territoire qui aurait rétréci peut-être de moitié. Comment on fait après? Les États voisins vont probablement fermer leurs frontières. C'est ce que fait déjà l'Inde, d'ailleurs, qui concrètement, les Bangladais ne sont pas les bienvenus sur leur territoire. Les autres voisins, c'est les Birmans. Comment vous dire qu'a priori, c'est pas non plus de ce côté-là qui seront les bienvenus. Donc ça pose encore plus de problèmes, parce qu'au niveau du droit international, pour le coup, on ne peut pas agir dans les pays. Ce serait de l'ingérence en fait de concrètement dire ok, on attribue ces différentes populations alors qu'elles ont encore un territoire. Et ça, c'est un vrai problème sur lequel on ne sait pas encore du tout comment faire. Sachant que de façon générale, il me semble que quand on parle de migration en général, et j'imagine que c'est la même chose sur les questions de migration dues au dérèglement climatique, les migrations sont principalement internes au pays. C'est des sujets qu'on a vu évidemment beaucoup émerger il y a quelques années en Europe, et on a vu d'ailleurs le contexte géopolitique que ça a amené en Europe avec les montées de certains discours de renfermement, etc. Mais on sait très bien que les chiffres de migration qui arrivaient en Europe étaient tout petits par rapport aux chiffres de migration internes des pays. Donc encore va se poser ce sujet avec les chiffres qui sont estimés d'ici, c'est demain presque d'un point de vue géopolitique. Complètement. C'est en fait finalement la proportion les pays qui vont disparaître, c'est quand même, ça va être très très peu en termes de population et des populations concernées par les déplacements. Et en fait, les principales personnes qui vont se déplacer de manière interne, et ça ne veut pas dire que ça va être moins difficile pour elles, mais ça veut dire qu'il va falloir de toute façon lâcher des financements pour que les pays puissent prendre en charge ces personnes et la relocalisation de ces populations.
Et pour le coup, sur la task force, sur les migrations, dans les pertes et préjudices, il y a quand même des choses intéressantes qui ont été mises en place sur les conditions de relocalisation, comment on faisait pour que ça, justement, que ça fonctionne bien. Il y a eu plusieurs tests qui ont été faits dans les Fidji, dans les îles Caraïbes, où ils ont délocalisé des villages entiers et où ils ont tiré vraiment beaucoup de bonnes pratiques sur voilà, comment on faisait pour faire en sorte que le village soit accepté dans le nouveau lieu d'accueil, comment on faisait pour faire bouger le cimetière, faire bouger l'école, plein de choses en fait auxquelles on ne pense pas du tout et on se dit il suffit d'avoir une maison pour se sentir bien. C'est pas du tout vrai. Pour se sentir bien, on a besoin de plein d'autres choses au quotidien. Oui, on a besoin d'avoir un toit sur la tête, de manger, ça c'est des besoins vitaux, pardon. Mais après ça, en fait, pour vivre, on a besoin aussi d'avoir une sociabilité, de quoi travailler, plein de choses qui font que voilà, on ne peut pas juste relocaliser des gens absolument n'importe où. Pour donner un petit exemple, nous, ce qu'on a vu au Sénégal, il y avait tout un village de pêcheurs qui avait été décalé, relocalisé à l'intérieur des terres, à une quinzaine de kilomètres dans les terres, dans un autre espace qui était inondable, donc super la relocalisation. Et donc ils les ont relocalisés encore à un autre endroit qui n'était pas inondable cette fois, mais pour le coup assez loin de la mer. Et du coup, il y en a plein qui ont préféré revenir dans leur maison qui était à moitié détruite sur le bord de la mer, plutôt que d'abandonner leurs activités, parce qu'en fait sur place ils n'avaient rien pour vivre et que ça leur coûtait trop cher de faire la navette tous les jours pour faire de la pêche. Et comme c'est le seul métier qu'ils connaissaient, concrètement ils n'allaient pas abandonner leur métier et enfin voilà, tout d'un coup se tourner les pouces au milieu du désert, quoi. Donc il y a vraiment toute cette question qui est primordiale et qui se pose vraiment au cas par cas et qui demande une réflexion, au-delà de la réflexion globale, une réflexion très très locale et très en lien avec la culture et les habitudes d'une population, quoi. Pour rebondir sur le fait qu'en effet, il y a la question de la montée des eaux et donc potentiellement de la disparition de certains territoires, mais par exemple, pour l'Afrique subsaharienne, on ne va pas avoir la disparition du pays, mais d'un point de vue purement administratif, politique, mais pourtant de la disparition de zones de vie. Donc ça rejoint ce que tu disais sur le fait que dans plein de situations, le pays sera toujours là, mais les populations n'auront pas la même surface de vie, quoi. Comment est-ce que ces enjeux géopolitiques de déplacement impactent les questions de négociation sur les... On pourrait se dire que c'est des scientifiques, des climatologues, des physiciens, des météorologues autour de la table. Là, on a des enjeux extrêmement géopolitiques. Comment est-ce qu'on fait marcher ça lors des négociations climatiques ? Pardon, je ne suis pas sûre d'avoir... comment est-ce que les négociations climatiques aujourd'hui, que ce soit du côté des scientifiques, mais aussi des États, des gouvernements et même de la société civile, comment est-ce qu'on intègre ces enjeux politiques des déplacements, des potentiels déplacements de masse de population, de ce que ça peut provoquer de potentiels conflits entre des populations, entre États est-ce que c'est des enjeux qui apparaissent de plus en plus ? J'ai peur de dire une bêtise, mais à ma connaissance, les questions des réfugiés climatiques ou des potentiels déplacements de population ne font pas partie de l'agenda des COP. Mais voilà, peut-être que ça fait partie à travers la question de, la task force, c'est le seul endroit où ils en discutent en fait. Mais sinon, non, ils en parlent pas. Bien ce groupe de travail du coup. Ouais, c'est un groupe de travail exactement. Ouais. Est-ce que c'est pas un peu problématique que ça ne soit pas que ça soit un traité quand même? Ouais. Ça fait pas partie du cœur de l'agenda des négociations, cette question des réfugiés, donc non, potentiels réfugiés. Il y a vraiment les trois piliers, c'est les trois piliers, mais après c'est des discussions qui sont extrêmement techniques sur des alinéas, mais après ils ne discutent pas concrètement qu'est-ce qu'on fait de ces personnes qui sont déplacées ou quoi que ce soit. On ne parle pas vraiment d'enjeux humains, on parle déjà de beaucoup de taxonomie, de comment, quel gaz rentre en compte pour baisser les émissions de gaz à effet de serre. Sur les questions d'adaptation, on parle beaucoup de financement et de qu'est-ce qui est susceptible d'être financé ou pas, c'est encore des questions de taxonomie. Et donc potentiellement, là, il peut y avoir des questions sur quel type de projet pourrait être financé, etc. Mais concrètement, non, on ne parle pas du nombre
en fait, ça apparaît au niveau des rapports du GIEC, ces chiffres-là, on va dire. Et puis au niveau de la société civile et des chercheurs qui amènent en fait, le fait que ça va se passer et qu'il va falloir en discuter, quoi. Je réitère, je réitère aussi ce que je disais en début de discussion. N'hésitez pas si vous avez des questions ou des réactions, que vous voulez interagir avec les invités. On a toujours une chaise vide. On parle là depuis un peu le début de cette discussion c'est à l'autre bout du monde. C'est des petits pays insulaires. C'est le Sénégal, c'est le Bangladesh. Mais qu'en est-il chez nous? Donc, tu disais que vous avez aussi essayé de travailler cet été sur des zones beaucoup plus proches que de nos pays, de nos régions. Il me semble, Théophile aussi, tu vas peut-être pouvoir nous dire, notre affaire à tous, lors de ces actions en justice climatique, et ça sera aussi intéressant que tu nous expliques un peu le lien avec la question du droit et de vos projets là-dessus. Vous essayez aussi de montrer qu'il y a des témoins des dérèglements climatiques en France, dans nos régions, pour dire, encore une fois, c'est pas en 2050, c'est pas en 2100, il y a déjà des personnes et des populations, des villages qui sont touchés en France par ces dérèglements. Oui, c'était l'idée première qui a accompagné l'affaire du siècle. C'est-à-dire qu'elle était accompagnée de la pétition. L'action, je sais, était accompagnée de la pétition, mais aussi de témoignages de personnes impactées par le changement climatique. Et notamment, on avait avec nous un producteur dans la Drôme qui a vu les rendements de ses champs diminuer de 30 à 40% en 10 à 15 années, dans les 10 à 15 dernières années, à cause de la sécheresse, des intempéries, des événements climatiques extrêmes. Et en fait, cette idée d'impact et d'inégalité environnementale, c'est quelque chose qu'on essaie d'intégrer dans un peu tous nos projets. C'est difficile en termes juridiques d'avoir une action spécifiquement là-dessus, parce que le droit n'est pas encore très bien fait sur la question climatique et environnementale, et en particulier sur la question des inégalités environnementales. Mais on a des cas assez éloquents. Le dernier qui me vient tout de suite, c'est le chlordécone, où toute une île et toute une population et tout un environnement a été pollué par des pesticides. C'était typiquement les départements d'outre-mer, par des pesticides qu'on a autorisés que là-bas et pas en France. Et ils s'en sont rendus compte de façon un peu sournoise lorsque, par erreur... Pas en France métropolitaine. Pas en France métropolitaine, pardon, oui. Oui, c'est ça que je voulais dire. C'était un peu... Et pas en France métropolitaine, ils se sont rendus compte lorsque un convoi de patates, qui était contaminé au chlordécone, est arrivé par erreur en France métropolitaine. Et c'est à ce moment-là que la douane au port a dit, en fait, non, pas celle-là. Et ils se sont rendus compte qu'il y avait un sujet. Donc il y a tout un sujet comme ça où on se rend compte que les premières personnes impactées, c'est par exemple les populations pauvres, car elles ont tendance à vivre plus proches des périphéries, et des périphéries qui sont plus polluées, où c'est les premiers à être impactés par la pollution de l'air, on a aussi les producteurs qui sont impactés par la sécheresse, on a les gens qui vivent dans les toits par exemple, dans les grandes villes, qui sont les premiers à être impactés par la chaleur. Enfin, on nous prévoit des étés à 50 degrés en 2050 à Paris, et donc si vous vivez dans un toit, ou sous un toit plutôt, dans un appartement d'une passoire énergétique et ce genre de choses, c'est le genre de problématique qui va tout de suite arriver. Et donc c'est pour ça on a des problématiques comme ça qui sont aujourd'hui sur notre territoire et qui commencent à être de plus en plus, où l'accès à la nature. Il y a eu une tentative de référé comme ça par des avocats pendant le confinement pour pour reconnaître que l'accès à la nature et l'accès à un espace vert soit un droit fondamental, qui a échoué, hein, mais l'idée c'était de dire il faut permettre dans les exceptions et les possibilités de sortie l'accès à un espace vert, en disant y a des gens qui vivent dans des endroits où ils n'ont pas d'espace vert, et c'est prouvé que ça impacte la santé, que ce soit la santé physique ou la santé mentale, et que l'accès à un espace vert va devenir un outil de luxe et d'inégalité dans les villes et les métropoles avec le temps.
Mais ce genre de choses se développe, même si aujourd'hui c'est pas encore très... on n'a pas encore réussi à gagner sur les contentieux pollution de l'air. Les Amis de la Terre ont gagné, par exemple, toutes les personnes qui ont essayé, je pense à des jugements qui ont eu lieu à Montreuil, de condamner, de reconnaître un préjudice du fait de leur maladie respiratoire à cause de la pollution de l'air, n'ont pas encore gagné. Donc on a encore des progrès à faire là-dessus. Et cet été, parce que ces personnes, du coup, vous avez eu, vous, des témoins, vous êtes allé chercher des personnes, il me semble, que ce soit ce producteur ou d'autres, mais aussi toi, Lucie, cet été, je vais passer le micro comme ça, vous pourrez répondre ensemble. Cet été, sur votre travail auprès des... Voilà, on fait le tour. Donc auprès de personnes, que ce soit donc dans la Roya, en Grèce ou alors à Rotterdam, j'imagine que les réponses ou les contextes sont quand même très différents, mais la perception de ces dérèglements climatiques actuels, est-ce que ça, alors c'est un peu tragique, mais est-ce que ça participe à changer les, pas les mœurs, changer la perception, enfin changer l'opinion sur ces questions-là? Est-ce que quand on est touché soi-même, on y croit plus? Ah si, ça marche. Pardon. Je sais. Alors, c'est un peu difficile de répondre tout de suite parce que toutes les personnes que j'ai vues dans cette série, enfin, en fait, il faut savoir que quand on vit une catastrophe naturelle, c'est vraiment un traumatisme très très fort. Et donc ça, c'est vraiment ce que, en fait, ce qu'on a vu, que ce soit au Bangladesh ou dans le sud de la France, c'était exactement pareil. Concrètement, quand tu vois ta maison s'effondrer devant toi, que t'as pas accès, enfin que tu peux plus bosser pendant plus d'un an, que potentiellement tu sais plus où scolariser tes enfants, etc. Enfin, tout ça, c'est des choses qui sont très très difficiles et très traumatisantes, et ça dans la vie de n'importe qui. Et nous, on avait dans le sud de la France, moi j'avoue, j'ai 26 ans, et pour le coup, les personnes que j'avais interviewées, c'est des personnes un peu plus âgées à la base. Et là, dans la vallée de la Roya, on a interviewé une nana qui avait, elle, 25 ans, et qui avait vu sa maison s'effondrer devant ses yeux, et qui aujourd'hui galérait grave, mais qui avait envie de rester là où elle habitait, parce que juste elle était là, en fait c'est ma vallée, j'ai tout ici, j'aime ce pays, j'aime tout, et j'ai pas envie de partir en fait. Et aujourd'hui elle fait face à des difficultés terribles, alors à cause des assurances, et ça c'est la vraie bataille, on va dire, dans les pays un peu plus riches. C'est la question de est-ce que les assurances vont accepter ou pas de rembourser ta maison. Et parce qu'il y a, alors au niveau de l'État, il y a ce qu'on appelle le fonds Barnier. C'est un fonds pour les catastrophes naturelles et qui donne une certaine somme, machin. Mais il faut d'abord que le mécanisme soit activé. Et donc là, nous on y était cet été, la catastrophe avait eu lieu en octobre et le fonds n'était toujours pas activé. Donc voilà, faut avoir la capacité quand même d'avoir des économies et pouvoir vivre sur ces économies pendant plus de 8 mois. Aujourd'hui, je ne sais pas encore ce qu'il en est, mais je ne suis pas sûre que ce soit encore débloqué. Et pour les assurances, il y avait plein de problèmes, genre, elle avait de l'argent seulement si elle reconstruisait sa maison au même endroit. Sauf qu'en fait, au même endroit, c'était un gros trou. Donc elle était, d'accord, je ne peux pas reconstruire ma maison. Donc elle était obligée de construire sa maison de manière illégale à un autre endroit. Ce qui est absurde de dire, absurde. On est dans une zone à risque, on ne vous donne de l'argent pour reconstruire que si vous reconstruisez dans une zone à risque. Même d'un point de vue de l'assurance, du coup, c'est remettre à risque le... Ah mais c'était complètement délirant et c'était pas encore à risque. Et après, il y avait d'autres absurdités aussi en lien avec la protection de la rivière. Parce que là, elle habitait de l'autre côté de la rivière, donc il y avait une route d'un côté et sa maison de l'autre. Et le pont qui, pour accéder à sa maison, a été détruit. Donc pour pouvoir construire sa maison et faire venir le matériel de chantier, elle était obligée de traverser la rivière. Et comme c'était une rivière protégée, parce qu'il y avait des truites, elle n'avait pas le droit de faire venir le matériel pour aller, pour construire sa maison, quoi. Donc, je vous laisse imaginer le fait de construire une maison sans avoir accès à du matériel de chantier, quoi. C'est un peu la base quand on construit une maison. Même si elle faisait avec des trucs légers, avec de l'habitat léger en bois, etc., c'est impossible. Alors que même la rivière était complètement polluée par tous les dégâts qu'il y avait eu et tous les gravats de l'inondation. Et donc voilà, il y a plein de choses qui sont complètement absurdes et qui rendent très difficile la reconstruction des victimes.
et qui met plein de bâtons dans les roues et qui fait que ça prend des plombes et après des années plus tard les gens restent aussi gardent ce traumatisme on va dire de la reconstruction et qui c'est double peine hein. Enfin tout le monde le dit, c'est vraiment double peine, tu perds ta maison et puis après on t'en met plein la gueule et tu galères à reconstruire et à continuer à vivre quoi. Et ça c'est terrible. C'est bon, oui. Parce qu'on a un invité, mais je passe là peut-être. D'accord. Sur ta question, c'est difficile, oui, de voir la perception. Est-ce que la perception, si je me rappelle bien, c'est est-ce que quand on parle de ces inégalités, les gens sont plus sensibles au changement climatique? Alors moi, je ne pourrais pas parler pour les gens parce qu'on n'a pas mené ce genre d'études sociologiques. Nous, on fait... Sinon, je peux parler comme ça. Ça va être pour le... Il n'y a pas de problème. C'est plutôt que nous, on fait de la sensibilisation. On est de l'autre côté. On essaie de leur faire comprendre que l'enjeu du réchauffement climatique, c'est avant tout un enjeu social et d'inégalité. C'est vraiment la chose qu'on est en train de faire. Et d'ailleurs, on a des publications, on fait des publications régulières sur les impacts. On fait une revue des impacts du changement climatique. Quelles sont les populations impactées? On travaille avec des sociologues, on travaille avec des photographes, des journalistes, etc. pour faire des reportages. Donc nous, on est plutôt en train d'essayer de faire comprendre. Après, je pense qu'il y a quand même un phénomène assez dur, assez cognitif, que je ne saurais pas nommer, mais où c'est pas nécessairement immédiat. Il y a des gens qui se rendent compte très vite, il y en a d'autres non. Quand on a fait l'affaire du siècle, on a aussi lancé pas mal de témoignages, on en avait beaucoup, assez souvent des mères qui nous envoyaient des messages, ou des femmes qui ne voulaient pas être mères, justement. Donc on avait plusieurs, on avait soit les mères qui se disaient mais je ne veux pas élever mon enfant dans un environnement tel, et on avait des couples qui nous expliquaient que il ou elle avait décidé de renoncer à procréer ou à avoir un enfant par peur du changement climatique, d'éco-anxiété, etc., etc. Donc ça peut aller un peu dans différents sens, ces prises de conscience-là, mais c'est vrai que ça reste important d'essayer de lier le changement climatique avec la question des inégalités. Toujours. Bonjour. Vu que tu as participé à l'affaire du siècle, est-ce que dans d'autres pays, tu as écoute d'événements similaires et est-ce qu'ils ont gagné des choses, surtout dans les pays fortement vulnérables? Est-ce qu'il y a eu des recours en justice comme ça? Est-ce que la société civile s'est mobilisée d'un point de vue juridique pour pousser les États à agir et proposer des alternatives? Oui, ça c'est très... la question des contentieux climat, c'est comme ça qu'on appelle ce genre de recours, donc contre les États ou les entreprises pour responsabilité face au changement climatique. Ça a explosé dans les 5, 6, 7 dernières années. Le premier qui a été lancé, le premier qui a été gagné, c'était à La Haye, c'était aux Pays-Bas. L'État a été reconnu, pareil, responsable du changement climatique. Les mêmes tribunaux ont condamné Shell. Mais un des premiers qui est intéressant avec notre sujet d'inégalité, de pertes et dommages, c'est au Pakistan. C'est un agriculteur, Monsieur Legari, qui a signé son État. Je crois que c'était le Punjab, mais je veux pas dire de bêtises. Et l'État fédéral, parce que l'Inde est une fédération, donc il y a les États fédérés et l'État fédéral. Il a signé les deux en responsabilité face au changement climatique et il a gagné. Il a gagné aussi en leur disant voilà, vous n'avez pas mis en œuvre les mesures nécessaires pour lutter contre le changement climatique, donc moi je ne peux plus vivre en fait de mon activité. Et ce qui était intéressant, c'est qu'il y avait toute cette question aussi de santé, de droit à un environnement sain, etc., qui venaient dans son recours et qui ont été accordés. Et le tribunal a aussi parlé de justice climatique, mais aussi de droit à l'eau, qui est un sujet aussi très, très important apparemment là-bas, qu'on n'a pas encore aujourd'hui, même si on a des communes qui ont besoin d'apporter de l'eau en été. Et donc ça augmente. Il y a énormément de contentieux aujourd'hui. En Europe, le dernier a été lancé en Espagne en mai dernier. Et l'idée, c'est qu'on gagne.
On gagne vraiment. Nous, on a réussi à condamner l'État 2 fois en France. Des entreprises finissent par être condamnées. Donc c'est un moyen qui permet en fait peut-être de faire le lien avec les questions de COP. Parce que le sujet pour moi des COP, c'est que on a encore besoin des engagements volontaires des États au niveau national. Ils prennent des engagements au niveau international, mais s'ils décident, s'ils dépassent ces engagements-là, bah là il y a pas mal de... Il y avait un rapport là, de l'UNEP qui expliquait que les engagements des pays permettaient d'atteindre une trajectoire entre 2,2 et 2,7 degrés, et pas vraiment de neutralité carbone à 2050, les engagements qui ont été publiés là en septembre dernier. Et en fait, les États aujourd'hui peuvent arriver devant la COP et un peu déraper et un peu se planter. Et le sujet, c'est que derrière, ils n'ont pas de marteau qui va leur dire mais vous n'avez pas le droit, en fait. Au niveau international, en tout cas. Il n'y a pas encore ce forum international où on n'a pas de juge international qui va leur dire vous n'avez pas le droit. Et c'est pour ça qu'on essaie de le faire au niveau national. Donc le marteau, c'est la société civile. C'est le juge, en l'occurrence, mais c'est la société civile qui actionne, oui. Oui, la ristourne trouvée à l'accord de Paris, c'est finalement que ce sont des engagements volontaires, donc qui ne sont absolument pas contraignants. Ils n'ont pas l'obligation de respecter ces engagements. Parce que le seul protocole qui était normalement contraignant, donc c'était le protocole de Kyoto, négocié en 97, c'est ça, oui. Mais pour le coup, voilà, normalement c'était le protocole où les engagements donc, pris par les pays industrialisés de réduction de leurs émissions devaient être contraignants, et au final, plusieurs États ont quitté le protocole, donc n'ont pas respecté leurs engagements sans qu'aucune mesure derrière, aucune sanction ne soit prise non plus. Donc voilà, et aujourd'hui on franchit une nouvelle étape avec, enfin pas aujourd'hui, mais avec l'accord de Paris, du coup, des mesures qui ne sont pas, qui sont volontaires, et donc directement dès le départ. C'est comme le marathon, ils s'arrêtent sur le bord du... Oui, c'est le 2, mais ouais. Oui, c'est qu'il se coupe tout seul. On va pas tarder à finir. Tu avais une autre question, je te relance. Réaction? Oui, c'est intéressant parce qu'il y en a un autre qui a fonctionné, mais c'est en dehors des COP, parce que c'était avant, c'était le protocole de Montréal sur la couche d'ozone, et et celui-là était contraignant, et c'était la question de éliminer un gaz des carburants pour protéger la couche d'ozone, et ça a fonctionné. Il était contraignant, les États concernés l'ont signé, et ça a fonctionné en fait. Donc on sait qu'on peut y arriver, on sait que quand on s'y met tous, on peut y arriver, et c'est ça qui est le plus rageant, je trouve, dans l'histoire. En fait, avec les CFC, ça a marché parce qu'en fait, il y avait une alternative à ces gaz, en fait. Et donc, c'était le secteur économique était tout à fait prenant donc, de s'engager là-dessus, puisqu'il avait trouvé un nouveau marché donc, pour vendre de nouveaux produits. Et donc, voilà. Alors qu'avec les COP, le problème, c'est qu'on est totalement dépendant de l'industrie fossile. Enfin, je crois l'enjeu va beaucoup bien au-delà. Oui, on n'avait pas forcément de remise en question d'un certain modèle économique ou production. On l'a perdu. On va de toute façon bientôt terminer cette discussion. Donc déjà merci pour tout ça. Peut-être comme conclusion, alors c'est vaste et puis j'entends bien qu'il n'y a pas forcément, c'est pas peut-être pas à l'échelle individuelle qu'on va changer et résoudre toutes ces problématiques. Mais comment est-ce que la société civile, donc j'imagine qu'évidemment il y a les enjeux des contentieux, de la justice, dans le sens de droit et des recours climatiques, et quels peuvent être les autres outils de la société civile pour essayer d'agir sur ces questions des pertes et préjudices, des migrations climatiques Moi, je pense que le premier outil, c'est s'informer et s'indigner, parce qu'on a encore ce pouvoir en France de le faire.
et qu'il faut surtout pas le perdre, cette possibilité de s'indigner et de dire qu'en fait ça ne va pas. Nous on voit, Martial, tu faisais aussi partie de la même organisation que moi à Climate, où pour le coup on a une branche au Mali. C'est vrai qu'au Mali tu n'as pas les mêmes possibilités de militer qu'en France. Donc voilà, continuer à sortir dans la rue, continuer à interpeller les politiques, etc. C'est extrêmement important et on a les possibilités de le faire. Et il y a quand même des choses qui peuvent se passer. Genre, il y a quand même des signaux positifs qui sont passés avec la Convention citoyenne pour le climat. Certes, c'était pas du tout aussi ambitieux que ce qu'on espérait, mais il y a quand même eu une approche démocratique intéressante et tant qu'on l'a, il faut continuer à l'exploiter au maximum. Oui, je suis assez d'accord avec, je vais pas répéter, je suis d'accord avec l'idée qu'il y a plusieurs leviers qui sont individuels ou collectifs, que ce soit dans vos changements de consommation ou participation à une association, mais il y en a toute une palette entre les deux, et c'est vrai que le plus important, c'est qu'en France, on peut, exactement comme tu dis, on a encore la chance de pouvoir sortir dans la rue, d'être relativement écouté, puisqu'on sait qu'on peut peser. Enfin, on a vu après les marches climat de 2018 et l'affaire du siècle, les pétitions, on a eu la Convention citoyenne pour le climat. On était dans un contexte politique très particulier avec les gilets jaunes, les grèves, mais il y a eu la Convention citoyenne pour le climat. Les résultats en sont un peu décevants, mais on a obtenu quelque chose. Et en ne cessant de cranter comme ça, peut-être qu'on va y arriver lentement et qu'on n'a pas le temps, mais faut actionner pour moi tous les leviers, que ce soit le levier politique, individuel, collectif, association, familial, tout ce que vous voulez, financier aussi, si vous voulez donner, participer à des associations, si vous voulez sensibiliser votre entreprise, etc. Je pense que tous les leviers sont bons de toute façon, il faut tous les pousser en même temps, il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre. Vous avez dit un peu, je sais pas, vous faites un très bon résumé. Oui, franchement, je pense que il y a un enjeu aussi peut-être de prise de conscience des enjeux environnementaux en tant qu'enjeu aussi de justice sociale, puisque forcément ceux qui ont le temps de se sensibiliser, les moyens de changer d'habitude de consommation, ce sont souvent les mêmes. Donc il y a aussi ce besoin de proposer une justice environnementale et sociale à la fois. En espérant qu'il marche pour la fin. Mais merci beaucoup pour vos partages, pour vos expériences, pour nous avoir présenté aussi ce que vous faites pour impacter positivement sur ces enjeux, que ce soit de la justice, que ce soit de la recherche, de l'observation, du suivi en France ou ailleurs. Merci beaucoup de nous avoir suivis pour cette cinquième apéro-COP. On se retrouve demain à 19h, même lieu à l'Académie du Climat, avec notre direct avec des jeunes à Glasgow et en direct sur Facebook pour de nouveau donc un duplex et une discussion thématique qui cette fois portera sur la thématique de l'écoféminisme. Comment on fait le lien sur les questions de féminisme et d'écologie, et on sera ravis évidemment de vous accueillir aussi pour ce prochain apéro-COP. Merci encore une fois d'avoir participé, d'être venu ce soir, et très bonne soirée à toutes et à tous.